Bienvenue sur Made in Africa pour ce Plug Talk que nous allons dérouler aujourd'hui. Alors, nous sommes une plateforme digitale qui est dédiée aux acteurs africains de l'innovation, de l'entrepreneuriat, du développement et qui s'investissent aux côtés des grandes transitions, des enjeux du continent africain. Donc, c'est un vrai plaisir de pouvoir accueillir ce Plug Talk aujourd'hui qui va être le premier d'une série de 3 épisodes dédiés à la transition énergétique. Et pour cela, je suis très heureux d'accueillir Madame Monique Ntungia, qui est CEO de Green Girl Organisation au Cameroun et qui nous écoute aujourd'hui, je crois, du Nigeria. Et Oui, également, tout à fait. monsieur Oumar Diallo, fondateur de Gosen, qui est lui au Sénégal, et monsieur Tariq Mouden, qui est le directeur du développement durable des territoires du groupe Mazen au Maroc. Et on va donc aborder ce premier Plug Talk sur la transition énergétique, qui est l'un des objectifs majeurs du continent aujourd'hui, mais même de nos sociétés, c'est-à-dire arriver à décarboner nos sociétés, limiter les émissions de gaz à effet de serre, et ainsi d'offrir à nos industries, à nos villes, à nos transports, à nos modes de consommation, un accès à des énergies propres, vertes. Cette transition mobilise en premier lieu, et c'est pour ça qu'on est particulièrement heureux d'accueillir Mazen dans ce Plug Talk, les producteurs d'énergie, qui mettent tout en œuvre pour offrir une énergie, des énergies et des ressources nouvelles, vers les logisticiens qui permettent au fur et à mesure de mettre ces ressources à disposition de nouvelles solutions technologiques, d'innovation de rupture, comme on dit. Par ailleurs, cette transition, et ça va être un peu l'objet de notre échange aujourd'hui, elle se veut concertée et elle doit favoriser un engagement collectif, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir mobiliser l'ensemble des acteurs de la société civile, les citoyens, les PME, et c'est cette action concertée qui permettra d'engager la mobilisation de manière collective et durable. Donc, c'est l'objectif de notre premier Plug Talk, est donc d'aborder cette coopération indispensable entre les industriels, entre les grands groupes et les opérateurs du territoire, et voir comment on peut favoriser ce dialogue et favoriser une mobilisation en faveur de la transition énergétique. Alors écoutez, pour démarrer sans attendre, je propose de m'adresser à monsieur Tariq Mouden. Vous êtes donc directeur du développement durable des territoires au sein du groupe Mazen, et vous menez une stratégie totalement innovante et même très ambitieuse en faveur de nouvelles dynamiques d'engagement économique et social, en faveur d'une société durable, décarbonée. Votre action très large, finalement, permet de mobiliser l'ensemble des acteurs. Elle dialogue avec tout l'écosystème du territoire et permet de prendre conscience de l'opportunité que s'offre à tous ces opérateurs au sein du territoire. Alors, pour commencer, peut-être que vous pourriez nous donner un peu votre perception que vous avez de l'avenir énergétique du continent africain. Quels sont pour vous les enjeux actuels, les ressources actuelles sur lesquelles on peut construire cette transition énergétique. Donc, Monsieur Mouden, je vous donne la parole pour cette première prise de parole, s'il vous plaît. Très bien, merci Yann, merci beaucoup. Écoutez, tout d'abord, je vous remercie. Je remercie Made in Africa, cette plateforme innovante, cette plateforme digitale pour ses efforts de promotion, bien évidemment, des acteurs africains. Je suis très ravi de pouvoir participer avec vous. Des acteurs africains de l'innovation, mais aussi de l'entrepreneuriat, du développement, les énergéticiens, comme on les appelle aussi, surtout pour une thématique intéressante comme celle d'aujourd'hui, la transition énergétique africaine, et aussi l'innovation sociale, parce qu'il y a un lien étroit entre les deux. Pour moi, la détermination aujourd'hui de tous les acteurs à unir leurs forces pour avancer dans le sens du changement, le sens du changement positif, devient indispensable. Entreprises, nous-mêmes Mazen, entreprises publiques ou privées, grandes ou petites, collectivités locales, institutionnelles et acteurs de la société civile, il ne faut vraiment pas les oublier, doivent désormais s'associer pour identifier les enjeux d'une transition sociétale d'abord, et qui, elle, viendrait favoriser la transition énergétique durable et inclusive. Et nous devrions tous être ensemble pour trouver les ressources nécessaires pour y parvenir. Et quand je parle de ressources, c'est des ressources énergétiques, et l'Afrique, pour moi, dispose de ces ressources-là, du vent, du soleil, des vagues, etc. Donc, les ressources énergétiques, ce n'est pas ce qui manque. Mais le plus important, c'est la richesse humaine et du coup, les ressources humaines disponibles au niveau de notre cher continent. Pour effectuer cette transition énergétique, il est également
primordial de mutualiser les efforts de chacun de ces acteurs pour relever les défis environnementaux, mais aussi socio-sociétaux, et pour œuvrer en faveur des solutions durables. Cette mutualisation ne peut absolument pas passer à travers une exclusion de la société civile. Du coup, les mécanismes de la bonne gouvernance doivent être déployés pour impliquer directement et indirectement, pour moi, le citoyen. Et cette implication du citoyen africain passe par la société civile. C'est vrai qu'il y a les instances élues, mais il y a aussi la société civile et le tissu associatif qui doivent jouer un rôle très important, parce que l'implication du citoyen dans son propre processus de développement est une démarche qui ne peut qu'ambitionner de le faire participer, de faire augmenter son sens d'utilité publique, sa dignité, son estime de soi. Et c'est les principes de la durabilité de toute pratique performante. L'appropriation, si on donne de l'importance aux citoyens à travers son implication, ben c'est de l'appropriation. Il s'approprie les projets, les programmes, il s'appropriera peut-être la transition énergétique, la transition sociale, et c'est la durabilité de ces programmes performants qui est au cœur du débat aujourd'hui. Je tiens à vous remercier pour l'invitation adressée également au groupe Mazen, parce que vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas, le groupe Mazen est vraiment engagé pour la transition énergétique au niveau national, au niveau du Maroc, mais aussi engagé concrètement et réellement dans le cadre des efforts de partage d'expériences et de partage même de projets parfois avec le continent africain. Donc, c'est vraiment pour nous une occasion aussi d'être présents sur des plateformes de débat au niveau africain. Et pour ma part, j'aimerais vous parler des opportunités qu'offrent les énergies renouvelables pour la transition énergétique, mais aussi pour la mise en route et la mise en place d'un nouveau modèle de développement. On est tous à la recherche de développement durable et inclusif. La transition énergétique pourrait être un moteur pour aller vers ce nouveau modèle de développement. La compréhension peut-être des enjeux et bénéfices de cette transition énergétique, grâce à nos efforts de sensibilisation et de partage. Je suis content d'être avec M. Diallo et Monique qui, si j'ai bien compris, mettent toute leur énergie et tous les efforts pour ces efforts de sensibilisation et de vulgarisation au niveau continental. Cette sensibilisation et ce partage ne peut que susciter cette dynamique collective dont je parle et qui viendrait favoriser des solutions concrètes, innovantes. Chez Mazen, la transition énergétique passe par une approche purement territoriale. Elle est décentralisée, où la notion ou le concept de développement durable constitue une notion nécessairement intégrable au cœur même de toute politique ou programme de développement décentralisé. La transition énergétique, c'est à la mode aussi, hein, on en parle à tous les niveaux, mais qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pour moi l'évolution de nos anciennes méthodes ou de nos anciens modes de vie, de consommation. Nous voyons bien avec cette pandémie du Covid comment tout s'est accéléré. Aujourd'hui, même les conférences se tiennent à distance. Tout ça doit être pris en considération parce que c'est une nouvelle manière de consommer de l'énergie, plus en phase avec la réalité d'aujourd'hui et les réalités d'aujourd'hui. Et du coup, c'est une évolution aussi vers un nouveau modèle de développement. Vous voyez, à chaque fois, j'arrive à parler développement et nouveau modèle de développement. Le charbon, le pétrole ou bien l'énergie fossile, globalement, a été auparavant la seule source pour faire tourner nos ordinateurs, nos téléphones portables, mais aussi nos usines, notre industrie et nos compteurs. Mais aujourd'hui, le caractère limité de ces ressources pousse vers une prise de conscience. On n'a vraiment plus le choix et booste le développement des énergies renouvelables. Donc, notre manière de consommer de l'énergie a aussi changé. Nous consommons davantage d'électricité, H24, avec les décalages et avec ce monde, cette planète qui devient un petit village, et à tout moment de la journée. L'Afrique a vu aussi, et ça c'est un élément essentiel, le nombre de sa population évoluer, remarquablement évoluer, et nos réseaux d'énergie aujourd'hui au niveau africain, bon ça c'est un débat de technicien, les réseaux n'ont pas été conçus pour répondre à ces nouveaux usages et enjeux. Donc ils doivent se transformer et donc évoluer et donc opter pour un nouveau modèle de développement pour vous dire que la transition énergétique est aujourd'hui une nécessité. On en parle, c'est vraiment quelque chose de tout à fait naturel et on est forcé d'aller vers cela. Le système énergétique mondial actuel et africain n'est pas équitable et je profite aujourd'hui de cette opportunité pour le rappeler. Il n'est pas vraiment du tout équitable. Des milliards de personnes, notamment en Afrique, n'ont toujours pas accès à ce jour à une source d'énergie propre, fiable, durable, propre, accessible.
et économiquement accessible, hein, c'est pas uniquement accessible physiquement, ce n'est pas une question de réseau uniquement. Et cette pauvreté ou bien cette misère énergétique n'est pas sans conséquence sur les inégalités sociales et sur la dégradation de l'environnement. Globalement, au niveau national, au Royaume du Maroc, nous avons un rôle au cœur de notre modèle de développement, je dirais. Les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique occupent une place assez importante, et la promotion des technologies et des énergies renouvelables, en plus de l'efficacité énergétique, revêtent vraiment ou sont une condition sine qua non pour l'atteinte de nos objectifs énergétiques du pays. Le Maroc s'est fixé comme objectif d'atteindre 52% du mix énergétique de sources renouvelables à horizon 30, donc c'est 2030. Donc c'est des objectifs très ambitieux, et que Mazen accompagne. D'ailleurs, nous sommes le groupe qui se positionne comme pilote de l'ensemble des énergies renouvelables au Maroc, et qui met toutes ces énergies positives, ces énergies du développement pour l'atteinte de ces ambitieux objectifs, et aussi pour le développement d'un modèle marocain que nous voulons exporter à l'international, et tout particulièrement en Afrique. Et en guise de concrétisation de ces ambitions et de ce plan énergétique marocain, la première station solaire, c'est un complexe en fait à Ouarzazate, une ville au sud du Maroc. C'est un complexe d'une capacité totale de 580 MW, 4 centrales, et qui est aujourd'hui opérationnel, qui a été inauguré en février 2016. Ça veut dire que nous avançons à grands pas vers cette transition énergétique à un étage national, et puis à un étage pays, un étage stratégie nationale énergétique. Aujourd'hui, nous avons des centrales solaires, des projets éoliens un peu partout, au nord, dans les provinces du sud, le Sahara marocain, mais aussi des projets qui sont en cours de développement, comme à Midelt, etc. Donc ça, c'est juste pour vous dire un petit peu une idée sur globalement ce que nous faisons. Mais en plus de ces objectifs énergétiques, Mazen, en tant que groupe et en tant qu'entreprise, vise également à favoriser une bonne insertion de ces projets énergétiques au niveau même des territoires d'implantation. Donc, il y a des centrales. On a une logique de double étage. L'étage pays et puis continent Afrique, donc pays avec une coopération internationale assez rayonnante. Mais on a un étage responsabilité territoriale. Je ne parle pas des RSE, hein, je parle d'un concept nouveau qui devrait nous permettre de nous positionner à l'avant-garde de l'engagement développement durable, hein, pas l'engagement à travers de l'engagement territorial. Et c'est pour conclure et laisser la parole à mes co-intervenants, c'est vraiment une chance pour notre pays d'avoir ce double étage, pour nos territoires, pour chacun des territoires, de recevoir un projet de complexe énergétique ou de projet énergétique propre, parce que vous savez, ça permet de mettre en lumière l'identité du territoire d'accueil et donner une force et une attractivité territoriale à cette région ou à cette zone d'accueil. Et comme un festival international ou une offre touristique intéressante de qualité peuvent jouer un rôle capital en matière de marketing territorial, ben une centrale solaire ou une centrale éolienne peut aussi s'insérer de manière très douce et de manière très verte dans l'offre territoriale et marketing territorial. Petit exemple, et je finis par ça, j'ai été un peu long, mais Ouarzazate, c'est notre fierté, la ville qui est notre fierté au niveau du Maroc, parce que c'est la ville d'implantation de notre premier complexe énergétique. Ouarzazate avant était connu par son activité touristique, par ses studios de cinéma. Il y a beaucoup de films internationaux, notamment français, qui ont été tournés à Ouarzazate. Mais aujourd'hui, avec l'installation de cette centrale, si on tape uniquement Ouarzazate sur Google, ben, on aura une interaction avec Monsieur Google qui nous parle de transition énergétique, qui nous parle de complexe solaire, qui nous parle de COP22, qui nous parle de R&D et de recherche et développement et de plateformes énergétiques, etc. Donc, l'identité même de cette ville s'est transformée avec l'installation d'un complexe énergétique de cette taille. Tout un travail important reste à faire pour accompagner ce territoire à lui-même jouer un rôle à travers toute une gouvernance locale, à jouer un rôle dans la transition énergétique voulue pour l'ensemble des territoires au niveau national. Formidable, merci beaucoup, Monsieur Mouden. Je crois que c'est très clair et c'est en effet très innovant. Et cette approche de mettre finalement d'autres enjeux autour de la transition énergétique, vous avez parlé d'enjeux économiques, démographiques, environnementaux, ça a beaucoup de sens. Et vous avez commencé par l'enjeu sociétal, mettre le citoyen au cœur de cette transition. Et tout ça sous le chapeau d'attractivité territoriale. En effet, je pense qu'on ne peut pas trouver
plus mobilisateur comme approche stratégique. Et ça a tout son sens avec nos intervenants d'aujourd'hui. Donc, on va pouvoir enchaîner et j'ai envie de donner la parole à Mme Monique Toungia. Vous êtes CEO de Green Girl Organisation au Cameroun et vous faites partie de ces acteurs justement qui travaillent sur la mobilisation citoyenne, sur l'engagement citoyen autour de la transition énergétique qui, comme vient de le dire M. Mouden, est au cœur de cette transition. Alors, vous êtes, vous, la première femme qui a été africaine, qui a reçu le prix WWF International President Award, donc du Fonds mondial de la nature, et en 2019, ceci en récompense de vos engagements au travers notamment de la création de Green Girl Organisation. Vous intervenez donc en premier lieu sur cette transition énergétique en mobilisant les femmes, à jouer un rôle clé dans cette action. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus déjà de votre organisation, comment elle s'est créée, de ses valeurs, de son influence qu'elle a aujourd'hui et comment elle s'inscrit finalement parfaitement dans ce qui vient d'être exprimé d'attractivité territoriale et de responsabilité territoriale. Donc, on vous donne la parole, Madame Toungia, et merci beaucoup. Ok, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour la plateforme Made in Africa. Déjà, Monique Toungia, elle est la fondatrice de Green Girls. Elle est camerounaise et juriste de formation. Assez bizarrement. Comment est-ce que je me suis retrouvée dans les énergies renouvelables? Tout a commencé en 2014. J'étais une jeune juriste chargée de genre et droits de l'homme. Ça a été ma spécialité. Et puis, j'ai été confrontée à ce problème-là. Donc, des femmes, notamment et des jeunes filles dans les communautés rurales en Afrique font face. Donc, elles sont les victimes primordiales qui sont d'abord affectées par ce besoin énergétique-là. Donc, sur le surface, on peut se dire que c'est juste le fait qu'elles utilisent le feu de charbon et tout, mais ça va plus profond que cela. Il y a des cas de viol parce que des femmes doivent aller en brousse chercher du bois. Il y a des problèmes de manque d'éducation. La jeune fille africaine dans la communauté qui n'a pas accès à l'éducation parce qu'elle doit faire toutes les tâches ménagères dont elle n'a pas assez de temps pour étudier et tout ça là. Il y a des problèmes de santé. Beaucoup de ces femmes-là ont des problèmes respiratoires et tout à cause du fait qu'elles aspirent tellement la fumée et tout ça là. Donc, au début, je ne m'étais pas dit que je devais créer cette organisation-là. En fait, j'ai été confrontée avec ce problème, c'était dans le nord-est du Nigeria, plus particulièrement à Kano. Et le problème, en fait, c'était du fait que on était en train d'encourager des jeunes filles musulmanes dans ces communautés-là à aller à l'école, dont on était en train de subvenir à leurs besoins. Et puis, cette petite groupe de jeunes filles musulmanes m'approche et me demande timidement que oui, elles veulent aller à l'école et tout, mais elles n'ont pas accès à l'électricité. Et c'est de là que tout est parti. Donc, on s'est trouvé confronté au fait qu'on ne gérait pas ce problème-là, c'est-à-dire qu'on n'était pas en train de résoudre ce problème-là, le réel problème en fait. Donc, on s'est trouvé dans une position où on était en train de dicter des solutions, mais pas régler le réel problème. Et ça, c'est un problème que beaucoup d'organisations internationales se font face. Ils veulent aider des populations et tout, mais ils se disent que non, parce qu'on a ce financement, cet argent, ils pensent qu'ils connaissent ce que les populations africaines en ont vraiment besoin. Donc, ils se retrouvent dans une position contre eux. C'est pas qu'ils veulent le faire, mais ils se trouvent dans une position où ils sont en train de dicter des solutions dont ils n'apportent pas les solutions précises. C'est comme ça qu'avec l'équipe, je décide alors, et ça, maintenant on est en 2015, l'ONU venait d'approuver les ODD, Objectifs 2030 avec les ODD et tout cela. Et je me suis dit, quand j'ai regardé un petit peu les ODD, j'ai vu, il y avait l'accès à l'énergie, égalité de genre, tout ce travail-là. Et je me suis dit, bon, essayons, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il est possible pour nous d'apporter l'énergie renouvelable uniquement comme cible principale les femmes et les jeunes filles dans les communautés rurales? Ensuite, il ne faut pas seulement s'arrêter à cela parce que la plupart de ces femmes-là, elles n'ont pas de ce qu'on appelle en anglais skills, c'est-à-dire que
elles n'ont pas de quoi être financièrement indépendants. Donc, il ne s'agit pas d'être financé par des organismes tels que le PNUD, l'ONU Environnement et j'en passe, mais il est question de, avant d'aller dans ces communautés-là, d'abord, nous faisons utilisation du big data, c'est-à-dire que du AI, l'intelligence artificielle. Donc, avant d'aller dans une communauté rurale en Afrique, on a déjà des données, parce que déjà, il faut savoir que l'Afrique n'a pas de données. Donc, il y a d'abord ce qu'on appelle le market research. On prend toutes sortes d'informations, le nombre de filles, les filles qui sont à l'école, le nombre de femmes, le pays. Si c'est dans un état peut-être un petit peu comme le Cameroun, on a des régions et tout, donc on prend toutes ces informations-là. Euh, Ensuite, pour savoir le genre d'installation qu'on va faire, est-ce que ça va être solaire ou ça va être biogaz ou ça va être les deux? Maintenant, par exemple, si on doit faire des installations biogaz, on a déjà des données par rapport au type de sol. Il y a différents types de sol. Il y a des villages qui sont plus marécageux que d'autres, etc. On va aussi prendre les données telles que l'activité principale de ces communautés-là. Par exemple, une communauté musulmane, typiquement musulmane en Afrique, qui a des vaches, des chevaux et tout ça là, et tout cela. On sait déjà que quand on va construire le biodigesteur, par exemple, la production du gaz va être maxi une semaine. Il y aura du gaz à cause de la qualité de déchets. Une communauté, par exemple, qui fait plus dans les produits agricoles, ça va prendre plus de temps pour que le gaz se produise dans tout cela. Et aussi, on a déjà une idée du type de la qualité de l'engrais bio. Donc, ensuite, il y a plusieurs étapes. Ensuite, on montre à ces femmes et ces filles comment faire le packaging de cet engrais bio et on crée des marchés pour elles pour revendre. Elles gardent 70% des revenus, nous on garde 30% qui nous permet à subvenir aux besoins de l'organisation. C'est la même chose aussi pour les installations solaires. On les montre après avoir fait une installation solaire qui va leur apporter de l'électricité, uniquement de l'électricité, je précise, hein, l'éclairage. On va leur montrer aussi comment faire un assemblage d'un simple kit solaire, d'un simple lampadaire solaire. Ensuite, on crée des marchés pour elles pour revendre. Je vais prendre un exemple très, très simple là. Par exemple, on peut aller rencontrer le directeur de Mazen et dire Mazen Green Girls travaille avec cette coopérative de femmes dans XYZ communauté. Mettez votre logo sur cette lampe-là, par exemple. Et puis, elles vont garder 70% des revenus. Nous, on va garder 30% des revenus. Non seulement, quand on est arrivé dans la communauté, il n'y avait pas de développement en termes de besoins énergétiques, mais en quittant la communauté, il y a l'énergie, il y a l'électricité. Elles ne vont plus utiliser le feu de bois pour préparer. Elles ont ce qu'on appelle les skills, c'est-à-dire qu'elles peuvent gagner de l'argent. Elles sont maintenant financièrement autonomes. Et puis, nous sommes vraiment une définition de ce qu'on appelle une chaîne durable. Donc, quand l'ONU parle de sustainable development, c'est-à-dire que le développement durable, nous sommes vraiment une définition du développement durable parce que le fait qu'on a pu allier l'intelligence artificielle pour identifier les problèmes, les besoins énergétiques dans les communautés rurales en Afrique, cibler les femmes et les filles dans les communautés en Afrique qui sont les victimes principales, ensuite subvenir à ce besoin-là, faire en sorte que en quittant cette communauté-là, que quand on est arrivé, était dans l'obscurité, il n'y a plus d'obscurité. Elles sont financièrement autonomes, elles peuvent utiliser cet engrais bio-là sur leur champ qui va aussi donner accès à des produits agricoles bio qui coûtent 3 à 5 fois plus cher dans les supermarchés, dans les zones urbaines et même pour exporter et tout. Donc, voilà en gros ce que Green Girls fait. Maintenant, par rapport à l'engagement des femmes et de ces hommes, on s'attend à deux choses par rapport aux femmes. Il faut d'abord qu'elles sachent le rôle qu'elles doivent jouer pour avancer l'agenda des ODD pour atteindre l'objectif 2030. Donc, il n'est pas question pour qu'on prenne tout ce peine-là, pour se déplacer dans ces communautés-là et qu'elles ne s'engagent pas d'abord à participer à nos formations. C'est très important parce qu'on est là pour elles. Il faut qu'elles participent, elles s'engagent à participer à nos formations. Ensuite, il faut que la plupart de leurs maris, les papas de ces filles-là s'engagent à comprendre, surtout dans les communautés musulmanes. Ça, ce n'est pas pour être bias, quoi que ce soit, mais on se retrouve toujours dans cette position où, surtout dans les communautés musulmanes,
parce que la plupart d'entre nous sont chrétiens, c'est un petit peu comme si, mais qu'est-ce qu'on vient faire et tout. Il faut que les hommes s'engagent à nous permettre pour notre séjour à voir ces femmes et ces filles-là pour les former, et parce qu'elles doivent comprendre, elles doivent savoir comment entretenir ces installations-là, parce qu'il ne suffit pas seulement aussi de faire ces installations-là, mais il faut entretenir ces installations-là pour pouvoir jouir des bienfaisances de ces installations-là. Donc, il faut que les femmes s'engagent, il faut qu'elles sachent que tout au long du séjour, 14 à 21 jours, ça dépend, parce que toute structure il n'y a pas deux communautés rurales en Afrique qui sont faites de la même façon. Donc, ce n'est pas un one size fits all des solutions. Chaque communauté est différente. On essaie d'adapter nos solutions par rapport à la structure de la communauté rurale. Certaines communautés rurales sont plus ordonnées, organisées que d'autres. D'autres sont plus comment je peux dire ça, sont plus désordonnés. Donc, on essaie toujours d'adapter, mais le but précis, c'est quand on arrive dans une communauté, autant quand on doit repartir, il doit y avoir de l'énergie, soit solaire, soit biogaz, soit les deux. Donc, voilà en gros ce que Green Girls fait depuis plus de 6 ans maintenant. C'est vraiment formidable. Moi, ce que je trouve passionnant, c'est que vous partez de la réalité du terrain. Vous vous adaptez à cette réalité qui, comme vous l'avez dit, est extrêmement complexe sur le continent africain. Mais derrière, vous avez un processus qui intervient sur les us et coutumes ruraux, qui donne beaucoup d'importance à l'éducation, à l'accompagnement, pour prendre un terme anglais, comme vous en employez beaucoup, au capacity building, et tout ça avec l'autonomisation des femmes face aux enjeux de la transition énergétique rurale. Vous avez une vraie ingénierie d'action, j'ai envie de dire, qui est vraiment, vraiment passionnante. Alors, vous avez soulevé aussi le solaire, le biogaz, donc, et cette capacité de produire déjà au sein du village. Ben, c'est une transition parfaite avec notre autre interlocuteur qui est Oumar Diallo, puisque Oumar, vous avez fondé Gosen au Sénégal. Et justement, votre plateforme digitale permet aux populations d'avoir une meilleure compréhension des ressources disponibles au Sénégal. Donc, vous ouvrez un dialogue qui est totalement complémentaire entre l'entreprise, des consultants et des particuliers pour mutualiser les connaissances et afin d'exploiter le mieux possible ces ressources disponibles. Et pouvoir comme ça sensibiliser, intégrer mieux les populations à comprendre ces ressources énergétiques propres, disponibles, c'est à mon sens une autre cheville ouvrière très importante dans ce travail fait au sein des collectivités. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus comment fonctionne cette plateforme, comme nous l'a si bien fait Monique, un peu la genèse de votre intervention et quels sont un peu les enjeux que vous avez aujourd'hui en face de vous, Monsieur Oumar Diallo? D'accord, il n'y a pas de souci. Je me présente, je m'appelle Oumar Diallo. Je suis le cofondateur de la plateforme Géocène. Elle a vu le jour le 14 décembre 2019. On est une start-up. C'est vrai qu'on n'a pas vu le jour il y a longtemps, mais en très peu de temps, on a eu plusieurs réalisations à faire parce que on touche un peu l'approche de M. Tariq Mouden et l'approche de Monique Ntoubia. Parce que dans un côté, nous avons utilisé l'engagement sociétal pour avoir cette transition énergétique, mais je me suis aussi inspiré de la vie quotidienne des Sénégalais. Parce que la majeure partie des Sénégalais, et je peux dire la majeure partie des Africains, ne connaissent pas réellement toutes les ressources que nous avons et l'importance qu'elle a pour nous, pour notre développement futur. Dans ce sens, je me suis dit, pourquoi pas permettre aux Sénégalais et à toute l'Afrique d'avoir les bonnes informations sur notre pays, sur nos ressources naturelles. De ce fait, on a mis sur pied une plateforme du nom de Géocène. La prononciation, c'est Géocène. Elle informe sur toutes les ressources naturelles et est basée sur 4 grands points. La géologie, la pédologie, l'hydrologie et le pétrole. Dans la partie géologie, nous donnons un résumé de la géologie du Sénégal, le lieu et le moyen de formation de ces minerais ici au Sénégal, le stock et le prix de ces minerais et l'utilisation actuelle de ces minerais. Cette partie a été développée dans le but de permettre aux Sénégalais de connaître sur le côté financier de l'impact que ces ressources-là ont pour le pays, mais aussi de développer cet engagement sociétal-là au sein de chaque Sénégalais, surtout de la jeunesse. Parce que moi, j'ai 22 ans, Inch'Allah, j'aurai 23 ans demain. Je suis très jeune. Mais je me dis que pour
Pour avoir cet engagement sociétal-là, faut le faire très tôt. Il faut très tôt instaurer l'amour des ressources africaines dans la tête de chaque Africain. Et pour ce faire, je me dis que donner la bonne information, organiser des panels est le meilleur moyen pour atteindre cela. Je m'excuse. Est le meilleur moyen pour atteindre cela. Au-delà de ça, nous avons une partie technique, une partie emploi, une partie technique et une partie emploi. Dans la partie technique, nous avons plusieurs types de services que nous proposons dans le domaine énergétique, dans le domaine du BTP, dans le domaine agricole. Mais notre touche spécifique est que nous utilisons que des énergies renouvelables. C'est-à-dire, dans chacune des constructions que nous faisons, nous utilisons que des ressources naturelles, de 1, et des énergies renouvelables. Dans la partie agricole aussi, il en est de même. Dans chacun des champs, parce que nous avons une partie BTP, une partie agricole, une partie énergie, une partie forage. Au-delà des informations que nous donnons, parce que nous ne voulons pas nous limiter qu'à donner des informations aux Sénégalais ou aux Africains. Nous voulons aussi pouvoir leur donner des emplois, créer la transition entre les entreprises, les consultants et les individus lambda pour une meilleure transparence dans ce domaine. Parce qu'il n'y a pas vraiment de transparence dans le domaine énergétique, je vais dire, ou en général dans le domaine, dans les ressources africaines. Très souvent, on nous dit que les ressources sont détournées, il y a des vols, etc. Alors que c'est parce que les gens ne comprennent pas réellement comment ça se passe. Parce que, par exemple, on peut pas dire, je vais prendre pour exemple le Sénégal. La majeure partie de la population sénégalaise pense que les Européens, je vais prendre l'exemple, sont venus ici pour piller nos ressources, alors que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Géocène est là pour montrer clairement comment l'État travaille avec les étrangers. Comme par exemple, il y a, comme M. Mouden vient au Sénégal pour exploiter une mine de fer. Les 60%, c'est juste un exemple que je donne, les 60% vont revenir à l'État sénégalais. Mais au Sénégal, nous avons un groupe de personnes avec une mentalité commune, c'est-à-dire à chaque fois qu'un étranger vient exploiter ici au Sénégal, ils se disent que tout ce qu'ils construisent repartent, quittent le Sénégal. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quitte le Sénégal. Donc, on est là pour donner la bonne information et donner cette transparence-là dans le domaine. Non, mais c'est très clair. Hein. Malgré votre jeunesse, vous avez beaucoup de maturité, j'ai envie de dire. Hein. Vous êtes presque un Hadj, hein, monsieur. Euh, euh, Surtout que ça, monsieur Mouden pourrait enchaîner là-dessus. D'autant plus avec des politiques de développement et d'attractivité territoriale. Le but d'un acteur industriel qui vient aux côtés du développement d'énergie renouvelable, c'est avant tout pour le bénéfice de la collectivité, même si elle doit nourrir son modèle économique. Et avoir cette plateforme que vous offrez et qui permet une bonne lecture, une bonne compréhension à la fois des ressources, mais également de leurs enjeux. Vous avez parlé du PTP, de l'agricole, de l'énergie. On pourrait parler du transport aussi, qui est fondamental, ça a beaucoup de sens. Comment vous voyez ça, vous, monsieur Mouden, par rapport à ces problèmes de désinformation? C'est vrai que c'est un vrai sujet. Alors, déjà, j'aimerais vraiment saluer l'engagement et l'implication palpable, tangible de la jeunesse africaine. J'ai avec moi 2 jeunes intervenants africains qui ça me fait énormément plaisir de voir le continent représenté par une jeunesse pareille. Alors moi, je vais m'insérer avec eux, je suis aussi jeune, donc on est en force ici en train de représenter la jeunesse africaine. Et pour le travail effectué, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mes co-intervenants travaillent sur la sensibilisation du citoyen, si je veux faire court. Donc c'est un outil, un moyen pour de la mobilisation citoyenne. Un citoyen mieux informé, notamment avec les nouvelles informations et les réseaux sociaux et les nouveaux outils d'information et technologies d'information, un citoyen informé est un citoyen qui doit faire partie de la décision, que ce soit nationale, régionale, continentale ou territoriale, et il ne peut être écarté de l'environnement de décision. Donc, c'est un travail très important de sensibilisation. Quand je sensibilise un citoyen africain, ben, je peux même changer
sa manière de voir son futur et de s'approprier son propre développement, et qui passerait par la filière académique suivie. Si aujourd'hui on sait que l'Afrique a des ressources et a des capacités et un modèle à suivre en matière de transition énergétique basé sur les énergies renouvelables, je dis n'importe quoi, ben écoutez, peut-être la jeunesse devrait plus suivre des filières en matière de métiers verts, en matière d'emploi vert, en matière de formation, tout ce qui est maintenance des énergies renouvelables. Et ça facilite l'insertion sociale, l'insertion économique de cette jeunesse, et ça facilite donc qu'elle puisse s'inscrire dans un nouveau modèle de développement basé sur les énergies. Pour revenir, Mazen, et pour revenir à ce rôle, j'ai parlé tout à l'heure du double étage, notre volonté à un étage territorial et je vous dis, on avait une stratégie qui s'appelait le développement local, et au fil du temps, la réflexion étant devenue un peu plus mûre et mature, et on est passé de développement local à développement durable des territoires. L'idée de nommer territoire et durabilité, de les faire cohabiter au sein du même titre et de l'institutionnaliser dans une direction, c'est vraiment la manifestation de notre engagement sincère pour ces territoires. Donc, notre volonté à travers ces stratégies développement durable des territoires, c'est aider à l'émergence de territoires durables. Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour les territoires. Nous sommes une entreprise et une agence étatique peut-être qui est là pour délivrer de grands chantiers, de grands projets solaires, énergétiques, éoliens et hydroélectriques, mais nous sommes aussi pour et vers plutôt les territoires pour les aider à durabiliser leur approche et leur démarche. Et ceci ne peut passer que par une gouvernance appropriée locale, où le citoyen trouve son rôle et où sa voix peut porter le citoyen. Donc, changer concrètement aujourd'hui de gouvernance des questions énergétiques pour faire évidemment progresser la neutralité carbone, réduire la consommation d'énergie des territoires, répondre aux aspirations sociales, sociétales. Vous voyez, on revient au modèle de développement. Ben, c'est des transformations aujourd'hui du modèle décentralisé qui doit devenir décentralisé, compétitif et décarboné, et dont Mazen, en tant qu'entreprise aujourd'hui au Maroc, entend être un acteur engagé. Le territoire devient un cadre de référence où les dynamiques se créent. L'écosystème local est pertinent aujourd'hui pour approcher les enjeux prioritaires, notamment aux enjeux de transition. Et c'est à ce niveau-là où les acteurs, ou ce qu'on appelle les parties prenantes, trouvent une place, un rôle, et trouvent bien sûr une autonomie et créent des synergies positives de dynamisme autour du bien commun, je dirais. Donc, nous, Mazen, ce que nous voulons jouer comme rôle, c'est celui de participer à la réflexion décentralisée pour aider les territoires à avoir leur propre ADN durable, à fédérer peut-être autour de nous. Vous savez, quand nous, on vient sur un territoire pour créer une centrale ou un projet éolien, ben c'est un développeur, c'est des sous-traitants, c'est de l'emploi créé, c'est les autorités locales qui s'intéressent, etc. Donc, on peut avoir une certaine force. Et l'entreprise, que ce soit énergéticienne comme Mazen ou toute autre entreprise, je peux même enlever la casquette de Mazen, parler au nom des entreprises, au nom de... Toute entreprise peut jouer ce rôle et peut être, au niveau de son territoire d'implantation, force fédératrice et créatrice de synergie autour de son activité, pour générer vraiment un processus et une dynamique de développement durable. La croissance verte et transition énergétique sont indissociables et indissociées. Les respects des trajectoires et des objectifs de la transition énergétique va certainement à nous tous nous imposer, collectivités, entreprises là encore et sociétés civiles. Je m'adresse à mes co-intervenants, de nous mobiliser, mais vraiment autrement aujourd'hui au service de la réduction de la consommation. C'est des choses qui sont déjà faites avec comme ambition de démultiplier, de fédérer et accélérer ces efforts et ces objectifs par le développement d'une consommation d'énergie responsable, efficace, propre, au service, bien évidemment, du territoire. Et quand je parle de territoire durable, et je vais conclure par cela, et j'espère que j'ai répondu à votre question, il y a le rôle de l'entreprise, il y a le rôle de l'acteur local, il y a le rôle des institutionnels. C'est un rôle très important. Mais il ne faut pas qu'on attende tout de l'institutionnel. Il faut que nous, jeunesse, nous, citoyens, de manière directe, avant qu'on soit entreprise, avant qu'on soit acteur social ou acteur de la société civile, poussions et travaillons à changer les mentalités pour globalement atteindre une industrie décarbonisée
Et un territoire durable, c'est aussi une mobilité qui est propre. Donc, il y a beaucoup de filières. C'est un éclairage public solaire propre, efficace. C'est une gestion des déchets circulaires et propres. C'est aussi une agriculture basée sur des pratiques aujourd'hui efficaces, donc propres, que ce soit solaire, pompage, etc. Et c'est surtout, et j'insiste sur ce point, c'est surtout une gouvernance propre, une gouvernance participative où le citoyen dispose d'une voix qui porte. Mais c'est tellement important ce que vous dites là. Je crois que vous répondez parfaitement à la question. Je crois que Mme Ntunga a envie de réagir. Donc, je vais vous redonner la parole parce que je vous vois très à l'écoute des éléments qui ont été dits aussi par Oumar. Je vous donne la parole. Et si vous voulez également élargir sur vos enjeux à vous actuellement, Monique, par rapport à votre plateforme, profitons-en pour essayer de voir quels sont vos challenges. Moi, ce que j'ai envie de retenir et qui est vraiment intéressant, c'est qu'au travers de cette transition énergétique, vous ne gérez pas des problématiques, vous gérez des opportunités qui sont complexes, qui sont multiples, mais il y a une véritable opportunité pour le continent. Donc, je vous redonne la parole, Mme Ntunga. Merci beaucoup, Yann. Ouf, en termes de challenge, il y a tellement de challenges. L'accessibilité dans ces communautés rurales, parce que nous, en tant qu'organisation, notre focus, c'est vraiment des communautés rurales, l'accessibilité, barrières de la langue, les barrières sociales telles que la religion. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. L'accès aux équipements pour la construction et pour ces installations-là, c'est vraiment pas évident. Euh, le manque, il y a un réel manque de suivi, même avec le fait qu'on a ce qu'on appelle les points focaux, c'est-à-dire des focal points pour faire un suivi post-installation et tout cela. Il y a tellement de ce genre de challenge. Il y a aussi un problème au niveau de nos gouvernements. La réalité sur le terrain, il y a tellement de lois, de statuts qui ont été développés, mais en réalité, rien n'est appliqué parce que nous sommes vraiment une organisation qui travaille sur le terrain. Donc, il y a les lois, les statuts qui sont ratifiés, qui ont été développés pour pouvoir contrôler, est-ce que ça c'est le mot, pour pouvoir gérer tout ce qui est l'accès à l'énergie propre, comment faire le tri et tout. Il y a toutes ces lois-là, mais rien est en fait appliqué sur le terrain. Donc déjà, si on devrait me demander, comme on me le demande souvent, comment est-ce qu'on peut faire pour mieux sensibiliser les populations et tout, il faut déjà commencer au niveau primaire. Il faut que l'enfant qui est en maternelle, il faut que l'enfant sache que l'épluchure de banane, je peux le disposer dans un jardin et après une semaine, 2 semaines, ça va devenir du compost. Par exemple, c'est pas quand on a un adolescent de 15-18 ans qu'on doit commencer à le sensibiliser dans des conférences, ainsi de suite. Non, il faut commencer dès le bas âge, à partir de la maison. Il faut déjà que dans les foyers, les gens savent déjà faire le tri, parce que ça, ça serait déjà une sorte une meilleure façon de gérer les déchets. L'un des premiers besoins, que ce soit pour les communautés en zone rurale ou urbaine, il y a un problème d'énergie, ça c'est sûr. Le grid national ne peut pas subvenir aux besoins énergétiques de nos populations, ça c'est sûr. Maintenant, comment allier ces statuts qui ont été développés et ce qu'on doit faire sur le terrain, ça c'est un réel problème. Parce que déjà, à notre niveau en tant qu'organisation à but non lucratif, on ne peut pas tout faire. Parce qu'on se retrouve maintenant dans une position où il y a des individus qui nous contactent. Oh, j'ai besoin d'une installation solaire et tout. Nous, on doit maintenant leur dire que non. Nous travaillons exclusivement avec des financements des organismes internationaux qui financent nos genres de projets. Donc, on ne peut pas subvenir à vos besoins. Mais il y a un réel besoin aussi dans les communautés urbaines. Encore, il y a des startups, pas comme pour Oumar Diallo, qui utilisent Ali Digital et tout, mais il y a des startups qui essayent de subvenir à ces besoins-là, c'est-à-dire faire des installations privées, encore que c'est
c'est tellement cher parce que la plupart de ces équipements-là, il faut l'importer. Donc, il y a le taxe, les taxes pour importation, comment de personnes peuvent payer ou peuvent se payer une installation solaire pour alimenter leur maison et tout. Il y a tellement de ces problèmes-là. Encore, pour ceux encore qui peuvent même se payer ces installations-là, l'entretien de l'installation. Parce que oui, tu as payé pour avoir une installation solaire ou biogaz. Maintenant, pour entretenir, ça c'est souvent un problème. On le voit presque chaque temps dans des communautés. Après un an, il y a toujours ces points focaux-là qui vont nous communiquer avec le fait que, il n'y a pas assez de gaz qui est produit et tout. Mais quand on y retourne pour faire un suivi, peut-être après un an, 6 mois, on se rend compte qu'il n'y avait pas une meilleure suivi entretien du biodigesteur. Peut-être par erreur, ça arrive. Peut-être qu'il y a eu un plastique qui a été déposé dans le biodigesteur, ainsi de suite. Peut-être certaines maisons, disons que s'il y a plus de vieilles mamans, par exemple, elles n'ont pas pu mieux essuyer le panneau. Il y a eu une accumulation de poussière et tout. Donc, il y a tous ces enjeux-là. Mais pour ma part, il faut déjà qu'il y ait une sensibilisation au niveau primaire. Il faut inclure tout ce qui est un concept il faut développer un concept de développement durable dans le cursus scolaire africain. Il ne faut pas attendre quand on est à l'université pour organiser des tables rondes, des conférences, faire utiliser les réseaux sociaux et tout, parce que dans les communautés rurales, ils n'ont pas accès au digital. Ils n'ont pas accès au digital. Encore que même les applications que les startups africains se battent nuit et jour pour développer, combien de ces applications-là peuvent fonctionner en offline? Combien de ces personnes-là dans les communautés rurales ont accès à un téléphone mobile? Parce que la plupart de ces communautés rurales qui peuvent avoir accès au téléphone mobile, ce n'est pas vraiment des téléphones mobiles modernes qu'on peut télécharger des applications et avoir des informations. Donc, il y a tellement de ces challenges-là. Ouais, non, mais c'est un peu ce que vous disiez au tout début, c'est cette capacité à s'adapter à la réalité, mais malgré tout, il va falloir générer de nouvelles ressources, de nouvelles modes d'éducation et de sensibilisation, parce que la force d'action va être citoyenne. Et je retourne un peu la même question à vous, Oumar Diallo, et merci encore, hein, Monique, pour vos remarques. Quelles sont aujourd'hui pour vous, parce que vous avez parlé en introduction que vous avez parlé d'une action sur le continent. Est-ce qu'aujourd'hui, votre structure, est-ce qu'aujourd'hui Géocène a une vocation à s'élargir sur d'autres pays du continent? Est-ce que c'est dans votre stratégie? Et puis également, quels sont vos vrais enjeux aujourd'hui par rapport après une première année d'observation, une année et demie d'observation, quels sont pour vous vos enjeux aujourd'hui? C'est vrai que nous avons des enjeux africains, mais nous voulons commencer tout d'abord par l'Afrique de l'Ouest. Comme on a commencé au Sénégal, on a vu comment ça se passe, comment c'est en train de se développer petit à petit. On pense que là, il est possible parce que nous avons la même formation géologique dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, je pense qu'on peut, après le Sénégal, commencer par l'Afrique de l'Ouest, puis conquérir toute l'Afrique et donner la bonne information ici au Sénégal. Notre objectif est simple. Notre objectif, c'est de permettre aux Africains de pouvoir exploiter leurs ressources de par eux-mêmes, de connaître d'abord leurs ressources, de pouvoir les exploiter pour en tirer le maximum de bénéfices. Dans ce sens, nous avons même décidé de reverser 10% sur chaque bénéfice de nos projets pour financer la formation des jeunes dans des domaines d'avenir, comme dans le domaine énergétique, dans le domaine de l'agriculture, etc., pour mieux prôner l'amour des ressources dans notre continent africain. Et nous voulons faire la même chose partout en Afrique. C'est vrai que c'est difficile en ce moment, parce que nous partons de nos propres moyens. Nous avons une équipe de jeunes. Le plus âgé de l'équipe a 26 ans. Ouais. Et depuis notre lancement, on a déjà eu à créer, par exemple, une vingtaine ou une trentaine d'emplois. Et ce sont tous des jeunes dans le domaine de l'agriculture, des mines, des énergies, etc. Mais aussi, nous avons aussi décidé de fournir comme la partie
comme ce que disait Madame Monique, nos installations énergiques, nous le faisons à moitié prix. Parce que c'est vrai que c'est pas nous ne sommes pas une entreprise à but non lucratif. Cependant, de par notre jeunesse, on a décidé de carrément casser les prix pour carrément aider la population sénégalaise. Nous avons aussi décidé de ne pas se limiter au digital. Nous comptons organiser des panels, aller dans chaque région ou peut-être même dans chaque pays du continent africain pour sensibiliser les populations dans l'amour de leurs ressources. Merci beaucoup, Oumar. Ça soulève énormément de discussions, on va dire, sur ce modèle. La formation, vous la mettez vous-même au cœur de votre projet. Ouais. Et vous soulevez un point qui pourrait être développé, et on le fera dans le cadre des prochains Plug Talk sur la transition énergétique, c'est que finalement, tout cet élan doit être subventionné. Il y a besoin, aujourd'hui, le modèle économique ne suffit pas à lui-même. Les visions sont claires, les analyses du marché sont évidentes, vous êtes très opérant à ce que l'on entend, mais ça reste une transition qui doit être subventionnée, qui doit être accompagnée, qui doit être soutenue financièrement, mais vous venez de parler de 20 à 30 emplois créés. Pour une petite start-up, c'est énorme. C'est également dans votre gestion interne, ça demande une vraie résilience presque. Hein. Votre métier n'est plus le même. Je pense que ce que vous faites vous aujourd'hui par rapport à ce que vous faisiez en 2019 quand vous avez créé l'organisation n'est plus la même chose, et je suis sûr que c'est pareil pour Monique. Alors, sur toute cette approche-là, je veux revenir vers vous, Tariq Mouden, et un peu pour conclure sur ce débat-là. Vous avez parlé, Monique, à un moment de la relation avec les États. On a la chance, en parlant avec vous, M. Mouden, d'avoir une industrie étatique, mais qui finalement est à vocation, j'ai envie de dire, citoyenne. Donc, ça veut dire que ça existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des interlocuteurs qui sont là et qui sont à la fois la voix de l'État, mais au service du citoyen. Alors, ma question, M. Mouden, c'est comment vous, au sein de Nazen et au sein de votre département, vous pouvez favoriser l'interaction entre un grand groupe industriel comme vous, un producteur d'énergie, et ces startups, ces opérateurs de terrain. Quels sont les mécanismes qui sont en place? Alors, je ne veux pas dire que Mazen doit porter toutes les difficultés et répondre à toutes les attentes, ce n'est pas du tout l'objet, mais comment accroître cette collaboration qui, à mon sens, est totalement non plus, pas simplement légitime, mais indispensable. Et qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui, justement, pour que Mme Tounga, pour que M. Diallo, et que pour ces milliers d'acteurs ou ces centaines d'acteurs sur le continent voient avec un groupe comme le vôtre une coopération encore plus durable? Très bien. J'aimerais rebondir sur ce qui vient d'être dit par mes co-intervenants. Effectivement, au Maroc, c'est une politique énergétique propre de l'État, mais qui est au service du citoyen et qui a un ancrage territorial, donc citoyen. C'est vrai qu'il y a des besoins majeurs en matière de subvention des États, d'un point de vue planétaire, pour accompagner financièrement et économiquement, à travers des modèles adaptés, la transition énergétique. C'est vrai qu'il y a un problème de taxation. Parfois, vous savez, des objets, des produits énergétiquement efficaces et propres peuvent coûter plus cher qu'un concurrent avec des dégâts et des drames pour l'environnement. Il peut coûter plus cher juste parce que le système de taxation d'un État à un autre n'est pas le plus approprié ou le plus encourageant pour ce genre de produits. Mais je vais vous dire, c'est comme une petite famille. Le chef de la famille ou les membres d'une famille, c'est des humains avec une mentalité et avec des pratiques. Et c'est cette mentalité, cette ouverture d'esprit et ces pratiques qui font tourner le foyer. C'est la même chose pour les États. Un système de taxation des initiatives ou des incentives pour encourager ce genre de projet ou de transition énergétique propre doit venir d'une mentalité propre, je dirais, ou d'une mentalité évoluée des dirigeants, des responsables, des entreprises publiques et des ministères, des départements institutionnellement parlant, des départements ministériels qui sont
aux commandes et qui pilotent ce genre de programme ou de politique énergétique ou de transition énergétique. Ça veut dire qu'il y a un travail, je vous l'accorde, il y a un travail à faire sur les mentalités et le changement des bonnes pratiques. Mais je vais revenir à mon idée de base, qui est l'inclusion et la participation du citoyen. Vous savez, quand le citoyen a une mentalité qui a changé, ben, il va forcer ses responsables à changer la mentalité. Nous, au sein de notre direction, on avait l'habitude d'accompagner les territoires et d'accompagner les acteurs du territoire en parfois en levant des financements pour aider à financer des projets concrets. Au début, c'était de l'éducation, après, c'était des infrastructures routières, des ponts, etc. Et je vous jure, à travers une décennie de pratiques territoriales et de pratiques du monde du développement, j'ai vu évoluer les mentalités, et je parle du Maroc, où les demandes aujourd'hui sont vraiment surfent sur cette transition énergétique. Aujourd'hui, notre direction reçoit quotidiennement des demandes de subventions pour des pompes solaires, pour de l'agriculture, pour de la formation agricole, pour les bonnes pratiques agroécologiques, pour des plaques photovoltaïques pour un peu électrifier des orphelinats, des écoles, même dans le monde, au niveau du monde rural, dans des zones hyper reculées. Donc, je reste convaincu que la mentalité évoluante du citoyen fera évoluer la mentalité du responsable, qui reste un citoyen d'ailleurs, et qui parle au nom d'un établissement public ou qui agit au nom d'un département, etc. Vous voyez mon raisonnement, et c'est un raisonnement basé sur la citoyenneté agissante au cœur de la programmation et la planification de toute politique. Au Maroc, nous avons une politique énergétique propre qui est portée par le leadership au plus haut sommet de l'État. Nous avons la chance d'avoir le roi, Sa Majesté Mohamed VI, qui porte cette politique énergétique et qui limite la pilote lui-même et l'incarne. C'est pour ça qu'il y a une mobilisation du peuple, parce que nous avons un leader, nous avons une vision, et nous nous approprions ces visions en tant que Marocains pour aller un peu davantage sur cette voie de la transition énergétique. Mais c'est un modèle, d'autres modèles peuvent exister, et d'autres modèles, d'autres formes de leadership peuvent exister pour permettre au continent et aux citoyens africains de lui-même imposer et de pousser vers ces transitions énergétiques. Ma première partie de la réponse. J'espère que je n'ai pas été trop long. Pour la deuxième partie, comment Mazen fait pour être au contact des startups et pour vraiment concrètement accompagner avec des dispositifs concrets la transition énergétique, ma réponse va être très simple. Nous avons une mission première qui est le développement de grands projets énergétiques propres, mais nous restons à l'écoute de notre environnement et de notre écosystème. Que ce soit à un niveau national, l'écoute de l'industrie, l'écoute des grandes entreprises marocaines ou étrangères qui veulent nous accompagner pour la réalisation de ces grands complexes et de ces chantiers importants et qui nécessitent des capacités et des mobilisations assez importantes. Et à l'écoute aussi de nos territoires, à l'écoute aussi de nos acteurs locaux. Et l'acteur local peut être une association qui veut accompagner un orphelinat ou une école pour une transition énergétique, comme il peut être une start-up avec une idée, une innovation nécessitant l'accès à une plateforme R&D ou à un incubateur ou autre chose. Donc là aussi, nous restons à l'écoute de ces acteurs. Et il n'y a pas une réponse commune à adresser à ces acteurs que j'appelle moi la société civile. Non, il y a une démarche commune, il y a une volonté et une stratégie qui s'appelle le développement durable des territoires qui est commune pour s'attaquer à ces sujets, à ces problématiques et pour accompagner ces acteurs. Mais il n'y a pas une réponse commune. La réponse, ça va être du cas par cas. Et c'est une occasion pour moi de lancer un appel aujourd'hui, de dire que nous avons une démarche, nous avons une manière de faire. Nous serons très ravis de l'exporter, de la partager avec toute entreprise, pas que les énergéticiens, mais toute entreprise souhaitant accompagner la transition énergétique au niveau national ou au niveau continental et souhaitant davantage donner de l'importance à son ancrage et à sa responsabilité territoriale. Et croyez-moi, la responsabilité territoriale va devenir un outil et un signe de compétitivité et de différenciation des entreprises tel que l'avait été et l'a été jusqu'à récemment la RSE. Et merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions ça, mais ça a tellement de
de sens que vous venez de dire. Vous avez parlé au tout début de bonne gouvernance, d'engagement citoyen, et maintenant vous nous parlez d'adaptabilité, c'est-à-dire qu'un groupe qui a un groupe mondial de production énergétique aujourd'hui parle d'adaptabilité locale, territoriale. Vous êtes vraiment à l'écoute de tout et c'est vraiment important. On le voit aujourd'hui qu'un groupe comme Mazen puisse être à l'écoute d'une problématique d'une Madame Tungia ou d'un Monsieur Diallo ou d'autres acteurs et qui puissent se nourrir de leurs problématiques pour encore améliorer sa bonne gouvernance. C'est un cercle vertueux qui est vraiment formidable et je crois que vous avez une innovation évidente dans la manière d'aborder ce qui est aujourd'hui la transition énergétique. Écoutez, on va arriver à la fin de nos échanges qui en appelleront d'autres, j'en suis certain. Donc, je vais vous proposer d'amener des petites conclusions personnelles, chacun d'entre vous, pouvoir en 2 minutes soit résumer votre message, soit ouvrir la discussion sur d'autres thématiques que nous pourrons aborder après. Donc, je vous propose dans cet exercice particulier, Mme Tungia, de prendre la parole et de nous apporter votre première conclusion. Merci. Déjà, merci beaucoup. Un Plug Talk tellement enrichissant et je reste ouverte à d'autres invitations. Si je peux me permettre de donner une petite astuce à Oumar Diallo, parce que déjà, c'est un jeune comme moi et dans un contexte vraiment hostile, un contexte entrepreneurial vraiment hostile, c'est de capitaliser sur le fait que comme l'Afrique n'a pas de données, essayer de récolter beaucoup de données et essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent vendre ces données-là. Parce que le data, c'est de l'or. L'Afrique n'a pas de data. Donc, s'il peut prendre la démarche à récolter du data dans son secteur d'activité, parce que voilà ce qui marche pour nous. Le fait qu'avant d'aller voir un ministre d'un pays africain, parce que nos solutions sont ce qu'on appelle en anglais replicable et scalable, c'est-à-dire que ce qu'on fait au Cameroun, on a pu le faire en Centrafrique, en République Centrafrique et en RDC. Il y a la Gambie, il y a le Nigeria, il y a le Mali, le Niger qui nous a contactés. C'est parce que quand nous, on part rencontrer ces autorités-là, on est en mesure de leur dire que, bon, voilà ce dont vos communautés rurales ont comme besoin énergétique et voilà ce qu'on peut apporter. Donc, on vous donne cette information-là en termes d'installation, de formation de vos femmes et de vos filles. Et ensuite, vous allez nous financer parce qu'il y a beaucoup de ce demande-là. Donc, je conseillerais à Oumar Diallo de récolter beaucoup de données par rapport à leur type d'activité. Et maintenant, quand il se présente devant une autorité, on va dire à l'autorité, voici les besoins en termes énergétiques, en termes de forage agricole et tout. On a ces données-là. Vous nous financez peut-être une partie et on pourra maintenant apporter notre solution. Et voilà. Et on ne se demande plus, au sein de l'organisation, on ne se demande plus ce que les institutions peuvent faire pour nous. Nous, on essaye toujours de faire notre travail et de ne pas se focaliser, d'être toujours optimiste, quoi. Et merci beaucoup. Vous êtes une source d'optimisme, Monique. Merci. Oumar, un petit mot de conclusion? Je voulais remercier toute l'équipe de Made in Africa pour cette invitation. Remercier M. Tariq Mouden et Mme Monique, surtout pour ce que vous m'avez proposé tout de suite. Et en conclusion, je veux dire que le seul problème que j'ai en ce moment avec Géocène, c'est que, comme je l'ai dit au début, on a lancé Géocène avec nos propres moyens. On a utilisé nos fonds propres. Et je suis étudiant. Tous mes partenaires aussi, on est des étudiants. Donc, c'est assez difficile d'atteindre certains niveaux. Peut-être avec un petit financement ou un truc du genre, on aurait pu évoluer. Mais je pense que d'ici peu, on va trouver un moyen d'améliorer Géocène et d'essayer d'être le plus prolifique possible. Et je voudrais aussi avoir la possibilité de vous avoir comme conseiller parce que j'ai beaucoup appris dans ce Plug Talk. Et je vous remercie encore une nouvelle fois. Merci.
C'est nous qui vous remercions, Oumar, et particulièrement Made in Africa, parce que votre profil et votre personnalité sont vraiment la substantifique moelle de notre initiative. Vous êtes un véritable entrepreneur, un homme engagé. L'Afrique a plein de personnalités comme vous, et c'est vraiment une vraie chance de pouvoir participer avec vous. Avant de donner la parole à M. Mouden, juste pour votre information, on avait Africa Rénergie qui participait à ce Plug Talk aujourd'hui, www.areta.maroc, qui est une plateforme africaine de formation à distance dans le domaine des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. Peut-être qu'il y a un lien qui pourrait être fait entre vous et Sogem dès à présent. En tout cas, bravo pour votre engagement, votre entrepreneuriat et pour votre belle mission qui, je suis sûr, va amener encore beaucoup d'impact dans votre travail. Monsieur Mouden, merci encore pour votre participation aujourd'hui. Je vous laisse la parole pour une petite conclusion de 2 minutes et laisse libre votre inspiration. Écoutez, moi, je vais finir par une note d'optimisme et une note d'espoir, parce que je crois très sincèrement que la nature des débats et la richesse des débats avec la jeunesse africaine qui a connu aujourd'hui ce webinaire, ce talk, témoigne et nous prouve que l'Afrique est riche de ses ressources, elle est riche de sa jeunesse et elle est déjà pleinement engagée sur la voie de sa transition énergétique. Je reprends une phrase dite par Madame Monique. Nous n'attendons plus les États ou quelque chose comme ça, nous n'attendons plus les politiciens et les financements des États. Vous avez bien raison. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut petit à petit travailler à construire quelque chose de positif. Le changement viendra de nous, viendra de vous. Le changement viendra vraiment de vous. Et peut-être que vous, demain, serez à la tête d'un département et d'une institution publique ou pas publique, financière. Et avec votre mentalité qui est déjà évoluée, vous serez la force moteur derrière la concrétisation effective de cette transition énergétique. Il ne faut pas croire que ça vient toujours des autres et ça vient toujours d'en haut. Non, pas du tout. Ça vient de nous et ça vient d'en bas. C'est vraiment la nouvelle approche qu'il faut ancrer dans nos manières de faire. C'est le bottom-up. C'est le territoire qui nous impose et qui nous permet de façonner notre manière de faire, etc. Vous le faites déjà. Nous essayons nous-mêmes en tant qu'entreprise de le faire. Et pour moi, nous sommes, et je l'ai dit, ce talk le prouve, déjà africain, nous sommes sur la voie de la transition énergétique. Et merci beaucoup. Merci à vous. Bravo pour votre leadership, bravo pour l'engagement de Mazen. C'est vraiment une grande source d'inspiration et un vrai modèle. Merci aussi pour votre inspiration, Monique Ntungia. Merci, Oumar Diallo, pour votre participation, votre jeunesse, votre engagement. Je suis impatient de la suite des échanges. Je vous remercie sincèrement au nom de Made Africa parce que vous véhiculez des valeurs qui sont fondamentales. Et aujourd'hui, une fois de plus, on a montré qu'il y a en Afrique des compétences, des ressources et un engagement extraordinaire pour relever les enjeux de demain. C'est une véritable opportunité pour le continent. Bravo de prendre cette opportunité à bras-le-corps et merci encore pour votre participation à tous. Je vous souhaite une très belle fin de journée et on est impatient de vous retrouver sur nos réseaux Made in Africa. À très bientôt à tous et merci à vous tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.